D'ailleurs, tu sais, pour le cas de Kamizelo, mais c'est une honte. La loi demande aujourd'hui, parce qu'on ne parle plus de sécurité de l'État, on parle de la sécurité nationale. Quand on en va offenser au président de la République, il faut que le président de la République lui-même fasse une plainte. Au fait, le procureur dit que non, je me suis saisi de l'affaire. Mais quand on a insulté l'héros national, parce que c'est aussi... Mais on le dit dans son procès. Oui, c'est aussi... Il est protégé par une loi. Oui, s'il est protégé par une loi, pourquoi les procureurs ferment les yeux sur ça. A fermé les yeux? Vous aviez dit tantôt que c'est le président qui arrête tous les opposants. Et ce serait aussi le président qui serait à la manœuvre dans l'arrestation de Parole Kamizelo. Mais j'ai dit ceci. Mais quand on dit, au fait, pour l'offense, il faut en principe une plainte. Mais là, il n'y a pas une plainte. En principe, le juge doit libérer Kamizelo. Comme il n'y a pas une plainte. Comme on n'a pas déposé, le président n'a pas déposé une plainte. C'est-à-dire que non, au fait, c'est ce qu'on dit, les ministères publics, il fait à charge et à décharge. Il instruit à charge et à décharge. Il instruit à charge et à décharge. En principe, le ministère public ici, le ministère public doit instruire à décharge parce qu'il n'y a pas une plainte. Mais dire qu'on s'autosaisir, si nous voulons aller s'autosaisir, donc, c'est-à-dire que non, c'est comme ça que non, Kamizelo disait que non, il fallait suivre l'intégralité de l'émission. Si on suivait l'intégralité, si le ministère public était impartial, on pourrait appeler tous les deux. Parce que l'un a commis une infraction pour insulte à l'héros national, et l'héros national a toute une loi, et l'autre, en fait, quand il parlait de l'outrage ou tout ça, pourquoi on a laissé? C'est comme ça que Kamizelo dit que non. Donc, Parole Kamizelo a bien raison d'avancer ses arguments. De dire que non, le ministère public a choisi son camp. À la fois moderne et vintage, un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngaliema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Minot-Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Moi, c'est congolaise, l'intemporelle, un pain d'exception, symbole d'élégance et de raffinement, conçu avec amour, imprimé avec soin, façonné avec grâce pour sublimer chaque femme. La signature ultime de la femme congolaise, authentique, noble, inoubliable. Portez Moissy congolaise et élevez votre allure à un niveau supérieur. Un bal qui se porte en tout temps, en toute confiance. Et en ce mois dédié à la femme congolaise et africaine, sentez-vous encore plus belle, encore plus forte en Moissy congolaise.
Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables aux familles ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au cap aventure et loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Il y a des images qui parlent plus que des longs discours, des parapheurs échangés, des regards complices et derrière ces cérémoniales feutrées, une page qui s'étourne. Sous les vigilants de la ministre du Portefeuille, le gouverneur de la Banque centrale du Congo et le directeur général de DRC Gold Trading SA ont scellé un partenariat qui marque un virage historique. La constitution des réserves en or monétaire et nous nous sommes rapprochés naturellement de l'entreprise nationale qui appartient à 100% à l'État congolais, donc qui est dans ces activités-là, notamment avec de l'or artisanal, pour voir dans quelle mesure nos orpailleurs, c'est-à-dire nos citoyens congolais, contribuent au fait à l'augmentation de nos réserves en or monétaire et finalement la stabilité financière de notre pays. Stabilité financière. Près d'un demi-siècle après, la Banque centrale du Congo renoue avec l'or monétaire comme un retour aux fondamentaux pour une nation qui en régorge mais qui paradoxalement n'en gardait aucune trace dans ses coffres. Cette fois, l'Institut d'émission a fait un choix assumé, s'appuyer sur DRC Gold Trading SA, entreprise publique dédiée à l'achat, la traçabilité et la commercialisation de l'or artisanal et à petite échelle. La Banque centrale a voulu se positionner comme le principal off-taker de l'or produit par nos creuseurs artisanaux au travers de la société DRC Gold. Monsieur le gouverneur, pourquoi c'est si important pour vous d'avoir des réserves en or monétaire? C'est pas seulement important pour nous en tant que Banque centrale du Congo, c'est important pour toutes les banques centrales du monde. Et il est inconcevable qu'un pays producteur d'or comme la République démocratique du Congo, alors que l'or est une valeur refuge pour constituer des réserves de change, que le pays qui en produit tant comme la République démocratique du Congo n'ait sur son bilan aucun gramme d'or en réserve monétaire. Pour Maître Joseph Kazibazi Bamaombi, directeur général des DRC Gold Trading SA, l'enjeu dépasse le symbole. Bancarisation des exploitants, dédollarisation des opérations, retrait en francs congolais sans frais et liquidité renforcée. Le partenariat s'est vu une respiration nouvelle pour un secteur longtemps fragmenté. Depuis son arrivée à la tête de la BCC, André Ouamesso imprime sa cadence, enchaînant des réformes qui redessinent la stratégie monétaire. Et pendant que les caméras captent l'instant, DRC Gold avance déjà ses pions. Objectif annoncé, capter 15 tonnes d'or cette année.
Au-delà des signatures et des discours, c'est une bataille silencieuse pour la souveraineté économique qui s'esquisse. L'or congolais ne sera plus seulement une richesse extraite du sol, mais un instrument de puissance financière et peut-être aussi le début d'un nouvel équilibre entre l'État, le marché et ceux qui vivent de ces métals précieux. Merci, mesdames et messieurs, vous êtes bien entendu sur Politico, la force du détail. Nous sommes contents, une nouvelle fois, de vous retrouver, de vous présenter ce nouveau programme sur votre chaîne. Merci de cette fidélité dont vous ne cessez jamais de faire montre. Et surtout, en suivant, commentant, surtout en partageant nos vidéos, cela nous fait réellement plaisir. Nous sommes encore là, au poste, pour vous servir comme on sait bien le faire. Et on va aborder des thématiques essentielles pour notre État. On reviendra sur la problématique d'inondation dans la ville-province de Kinshasa avec un expert que vous allez découvrir en une fraction de seconde. Il a opinion sur lui et il sait en tout cas susciter curiosité et proposer des pistes de solutions pour sortir de cette situation qui tend à déranger la vie de la population dans la ville-province de Kinshasa, au-delà des mesures prises par le gouvernement provincial avec Daniel Bumba. On parlera aussi du débat qui aurait fait surface, les débats sur le changement ou le remplacement de la Constitution du 18 février 2006 qui vient de totaliser 20 ans d'existence après sa promulgation par l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Les débats est houleux entre révisionnistes et anti-révisionnistes. Quelle trajectoire faut-il prendre? Nous allons essayer de revenir sur cette question tout en dépassionnant le débat. Et après ça, vous aurez aussi droit à un débat que nous vous garantissons houleux et électrique sur notre chaîne entre plus Romain Roland et Emmanuel Chibambe d'ici là. Mais pour l'instant, nous allons aller tout droit à l'essentiel avec India Omari Force qui a fait l'amitié et le plaisir de répondre à notre invitation. Ça faisait un long moment qu'il n'avait plus fait son apparition à la télé. Le revoici en chair et en os. Il s'agit bel et bien d'India Omari. En chair et en os. Comment allez-vous? Non, ça va. On est là. Et la santé est en point maintenant? Bon, au fait, je crois que non, ça s'améliore, il y a une évolution. Dieu merci, je remercie Dieu, je remercie ma famille biologique, je remercie également ma famille politique, je remercie également les amis au fait, qui se soucient actuellement de ma santé. Donc, je suis là et les choses évoluent dans les bons. Donc, voilà. Grâce à Dieu, Oui. surtout à la sagesse des médecins. Oui, grâce à Dieu. Et je remercie également tous les médecins qui me consultent. D'ailleurs, aujourd'hui, c'était les derniers rendez-vous avec les médecins parce que je dois quitter le pays pour aller à l'extérieur, prendre un repos. Pour poursuivre votre processus si c'est possible. de, Donc, en fait, de pour convalescence. oui. Mais on a fait les checks. Et on doit aller faire aussi les checks en Europe. Ok. Si nos amis du pouvoir vont encore me bloquer ou vont me permettre d'aller à l'extérieur du pays pour me faire encore soigner. Vous savez, la haine est en train de tuer les pays. Pour les expressions, on peut arriver à faire ce qu'on a fait. Donc vous avez, dans votre cas, vous en avez été victime pour des opinions politiques. Exactement. Bon, en fait, on remet à Dieu. Hein. Dieu n'a pas voulu. Moi, j'étais déjà mourant. Hein. J'avais déjà perdu tout. J'étais déjà mourant. Qu'est-ce que les médecins ont diagnostiqué à l'intention du public et rassurer notre public il faut pas, que les gens, tout est revenu à la normale?
les gens savent que c'était une destruction. Vous savez, en politique, il y a l'adversité. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le combat. Mais jamais l'inimitié. Quand on quitte les combats, on va vers la destruction. C'est l'inimitié que vous venez de faire. C'est que nous avons vu, il y a un plan machiavélique pour détruire les autres. Est-ce que vous êtes venu pour instaurer la démocratie ou un état de droit? Est-ce qu'il faut passer par ce que nous sommes en train de vivre? Vous savez, je vais vous, au fait, peut-être vous surprendre tout au long de notre échange avec tout ce qu'on est en train de créer aujourd'hui en termes de services qui se multiplient pour où nos Kinshasa revient encore dans les enlèvements. Vous voyez, tous les jours, la population commence à crier pour cette histoire d'enlèvement. Bon, c'est toujours la mauvaise foi. Quand on est bloqué quelque part, quand on ne sait pas faire quelque chose, on ne sait pas avancer, faire avancer les pays, on recourt vers des méthodes autocratiques. Oui, autocratiques. Il y a même Jean-Claude Katende, dont on avait dénoncé le silence, pas seulement celui de Jean-Claude Katende, de l'Azado, mais aussi de d'autres ONG, et qui a appelé les autorités de la République démocratique du Congo à la dissolution du Conseil national des cyberdéfenses. Il affirme que ce service, selon lui, a commis plusieurs violations de droits de l'homme depuis sa création. Est-ce également votre avis? Bon, normalement, si moi j'étais conseiller du président de la République, je ne pourrais pas attacher un service avec des OPJ chez moi. Parce que là, le président de la République est juge et parti. Parce qu'aujourd'hui, ce service est collé à son cabinet. Il y a même Jeune Afrique qui avait dénoncé. Non, mais il ne faut pas parler de police politique. Il ne faut pas parler de Jeune Afrique. Il faut parler de ce que nous sommes en train de vivre. Le Jeune Afrique est un peu loin, mais il vous parle des réalités ici. Nous sommes en train de vivre un président de la République qui devient OPJ. C'est ça. Son cabinet, là, est un cabinet politique. On appelle ça, en fait, en sciences politiques, la technocratie. C'est un cabinet. Les gens qui sont là-bas, au fait, pas la technocratie, je peux dire, c'est une structure qui est collée à lui. Ce sont des techniciens. Oui, qui sont collés à lui, au fait, qui n'apparaît pas. Le cabinet n'apparaît pas, n'engage pas. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, j'ai suivi dans un procès militaire où la cour recourt à l'expertise de ces services. La cour d'ordre militaire recourt à l'expertise pour aller regarder les téléphones de quelqu'un. Alors, la cour est censée, avec ses techniciens, recourir aux services. Je pourrais comprendre aujourd'hui que les services de sécurité, de renseignement civil, qui est organisé par la loi, c'est l'Agence nationale de renseignement, qui est l'ANER. Il y a 3 services, intérieur, extérieur et service d'appui. Si on peut recourir à ces services, qui a une loi, parce que c'est le seul service qui a une loi, qui a été créé avec une loi, par la loi, ce qu'on appelle la loi du peuple. Au travers il y a une loi créant l'ANER. Mais il n'y a pas une loi créant la cyberdéfense. Il n'y en a pas. D'ailleurs, les gens qui sont au niveau des services spéciaux dépendent de la loi sur la police nationale congolaise. La DEMIAP, État-major renseignement militaire, dépend de la loi sur l'armée. Ce sont les services, c'est ce qu'on appelle la famille des renseignements. Mais CNC est dans quelle famille? Elle ne se retrouve pas dans la famille. Mais vous allez, et d'ailleurs, quand vous regardez leur mission, aucune mission leur donne la possibilité d'entendre les gens. Aucune.
C'est un service qui On dit que ce sont des OPJ à compétences restreintes. Non, il n'y a pas d'OPJ là-bas. On dit des experts. On parle des experts, des analystes. On parle des experts qui sont attachés au président. Mais dans le fait, ils agissent comme les OPJ. Non, mais sur base de quoi? Ce sont des experts qui sont là pour conseiller le président en telle matière ou en telle... Et le président prend les actes. Il peut soit appeler le conseiller spécial pour que le conseiller spécial, qui est le coordonnateur des services de renseignement, le conseiller spécial peut appeler à l'ANR. Ou soit, on peut créer une autre structure au niveau de l'ANR, on corrige la loi et ça deviendra quatrième structure au niveau de l'ANR. Donc aujourd'hui, le Conseil national de cyberdéfense est placé sous l'autorité du Conseil spécial en matière de sécurité, du chef de l'État. En principe, c'est l'autorité du directeur de cabinet, en principe. Parce que quand vous regardez l'ordonnance qui a créé ce service, c'est le président qui a créé ce service. C'est une ordonnance, même pas ordonnance loi. C'est une ordonnance du président de la République. Et les attributions sont définies par le président lui-même qui a créé. Nulle part on dit que non, ce service-là peut enlever, peut arrêter. Nulle part. Dans cette ordonnance. Nulle part. Donc, en arrêtant les citoyens, le Conseil national, vous voulez dire ici, il est en train d'outrepasser ses missions. Oui, nous sommes... Je crois que non, le procureur général, près la Cour de cassation, doit essayer de nous dire la vérité. Parce que les cachots qui sont en train d'être créés, cachots clandestins, le procureur, dans les missions des procureurs, c'est lui qui identifie tous les cachots. Il doit avoir tous les cachots. À ce jour, les cachots ne sont-ils pas identifiés? Mais ce sont ses services. C'est son service. J'ai appris quelqu'un qui est sorti dans sa cachette. C'est Jean-Paul Tshilumbayi, premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui parle des conditions de détention de vos camarades, Emmanuel Shadari. Mais c'est grave, nous pouvons porter plainte contre lui. Pas des conditions plutôt acceptables. J'ai dit ceci, est-ce que quelqu'un peut avoir des meilleures conditions plus que chez lui? Vous ne voyez pas vos enfants, vous n'êtes pas à l'aise, vous ne voyez pas votre famille, mais vous dites que non, écoutez, je suis mieux logé là-bas plus que chez moi. Vous n'avez pas, par exemple, vous êtes habitué à lire, vous n'avez pas les bouquins, vous n'avez pas, les conditions. Vous dites, et lui qui connaît, parce que lui qui peut dire là où il est, comme ça les gens peuvent lui rendre visite. Et à quel titre parle-t-il de conditions de détention de Shadari Minaku? Lui, mais c'est ça, c'est vous, journaliste. Tu sais, si c'était à l'époque de Kabila, où Kabila arrête, parce que là c'est le président qui arrête. Parce que ce cabinet-là est collé au président de la République. Rattaché à la présidence de la République. C'est le président qui arrête, parce que ces gens-là ne peuvent pas quitter eux-mêmes pour aller arrêter les gens. C'est-à-dire, aujourd'hui, le principe de la séparation des pouvoirs n'existe plus. Le président lui-même est en train d'arrêter les gens. Mais écoutez, je suis éclairé. Je pourrais comprendre que non, le président, pour être respecté, il devait dire non, je ne peux pas aller coller aux OPJ. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que vous revendiquez ou réclamez à corps et à cri, c'est la libération de Shadari et Minaku. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas dans quel parquet peut-on le trouver ou consulter leur dossier. Ça fait des mois qu'ils sont là-bas. Ce n'est pas seulement, Shadari, Minaku. Il y en a beaucoup. Dunia Kilanga aussi. Il y a Kavoul. Il y a même Kamizelo. Kamizelo Amakala. Oui, il n'est pas concerné par cette série d'arrestations par les Conseils nationaux de cyberdéfense. Mais il a été arrêté par qui? Il est passé par là. Alors, il a fait combien de temps? Le garde à vue ici, dans les lois, c'est pour combien de temps? 24 heures, 48 heures. Et quand on dépasse, on va aujourd'hui, ça fait 2 mois que nos camarades ont été enlevés. Mais Tshilumbayi nous dit que non, on attend encore des preuves. On est en train de rechercher encore des preuves. Bon, quelles preuves après avoir arrêté les gens pendant 2 mois? Vous cherchez quelles preuves?
Ouais, Chilumba, il cherche encore des preuves. Parce que, effectivement, Chilumba est dans le comité pour ta gouvernance, il est dans le comité stratégique, avec la cellule stratégique du président de la République. Donc, si Chilumba il dit ça, donc c'est vrai, parce qu'il est dans les services de renseignement. Donc, c'est à ce titre-là qu'il prend parole. Peut-être. Peut-être. Parce que Chilumbaï, il y a Chilumbaï, il y a au fait, Kazadi, Peter, et les autres qui sont dans les comités cellules de renseignement, cellules stratégiques, qu'on appelle cellules stratégiques. Quand Chilumbaï parle comme ça, c'est-à-dire Chilumbaï visite Shadari, visite Minakou. Donc, et c'est où c'est fait. Mais écoutez, comment les gens qui sont dans les conditions inhumaines peuvent... Il parle de conditions plutôt acceptables. Mais qui a vu ces gens-là dans les conditions acceptables? Qui a vu? À part Chilumbaï. Et dans quelles conditions? Et c'est ça l'état de droit? Et c'est ça la démocratie? Et la femme de Shadari ne lui rend pas visite? Mais au fait, moi je suis en train de vous dire, Shadari, bon, au fait, j'ai appris que non, c'est 2 fois maintenant. Maintenant, après trop de bruit. Mais il a toujours des problèmes de santé. Il a toujours des problèmes de santé. Bien avant son arrestation. Mais écoutez, non, mais... Sa femme a témoigné, quand on est venu l'arrêter, il a pris ses produits parce qu'il était mal en point. Mais non, mais il a dit que ces produits étaient restés. C'est ce que la femme a dit, n'est-ce pas? Vous voulez encore changer? Non, non. Peut-être les produits sont partis après 2 mois, après 1 mois ou 2 mois. La femme a témoigné qu'il est revenu prendre le produit, mais de temps en temps, et le lui ramène. Non. Il y a une liste, une ordonnance qui lui parvient, et elle achète le produit et amène au concerné. À part l'émission qu'elle avait fait avec AMB, c'est l'émission que nous avons suivie. Elle a encore fait une autre émission. Faut me dire, donc je maintiens cette émission. Oui, si c'est cette émission-là, la vérité c'est que elle a dit elle voulait monter aussi dans les véhicules avec... Elle est partie, elle est retournée dans sa chambre. En rentrant, elle voulait entrer, on l'a bousculée avec ses médicaments. Et les véhicules est parti. On ne lui a pas donné l'occasion d'aller avec, parce qu'elle voulait aller avec les véhicules, avec son mari. Et après, ils se fréquentent. Pardon? Mais j'ai dit, ça c'est l'émission. C'est l'émission qui a créé beaucoup de bruit. Mais au fait, comment on peut garder quelqu'un chez le président? Et pour quel motif? Est-ce que le président est devenu OPJ ou le président est devenu juge? C'est ça le problème. Le président de la République n'est pas juge. Non seulement il n'est pas juge, il n'est pas aussi magistrat. Moi, c'est la première fois, même à l'époque de Mobutu, on n'a jamais vu Mobutu arrêter les gens. Lui-même devient OPJ. Parce que là, c'est le président de la République qui est devenu OPJ. Donc, vous plaidez aussi pour la dissolution de ce service. Écoutez, les services doivent agir selon la loi. En sciences politiques, on appelle, selon ses missions. En sciences politiques, on appelle la technostructure. La technostructure n'apparaît pas. Tous les gens qui sont au cabinet, ils n'ont pas même le directeur du cabinet n'a pas un engagement. Qui est leur chef? Le directeur du cabinet qui est leur chef? Qui est le chef du conseil spécial en matière de sécurité? Qui est le chef du conseil spécial? Parce que tous répondent à leur chef qui est le directeur du cabinet. Le directeur du cabinet est dans la technostructure. Une technostructure n'apparaît pas, n'engage pas. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui que la haute cour militaire peut recourir au service des éléments qui sont dans la technostructure? On dit, quand vous voyez cette ordonnance, on dit l'ordonnance nomme les coordonnateurs, au fait, conseil spécial qui est attaché aux experts. On ne dit pas que non, il est attaché aux OPJ. Mais aujourd'hui, les actes qu'ils sont en train de faire, quand il y aura des problèmes, mais ils seront habilités à être... Parce qu'en fait, ils évoluent selon quoi? Il n'y a aucune loi qui les permet aujourd'hui de... C'est comme ça que je suis en train de vivre, de dire aujourd'hui, la faculté de droit pose problème dans notre pays.
comment se fait-il un pays comme le nôtre aujourd'hui peut admettre des choses? Et dans tout ça, Des les choses PPRD, comme ça. qu'est-ce que vous faites concrètement pour rentrer dans vos droits? Bon, vous écoutez, êtes resté à Fon, devant vous ne savez pas dire non à ce que vous vivez. Est-ce une complicité de votre part? Devant la tyrannie, il faut toujours utiliser l'intelligence. Nous sommes au-delà de vos limites. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous voyez, en fait, le pouvoir est en train de trembler parce que nous avons compris. Tu as vu... Trembler comment? Pourtant, ils ont reçu vous faire taire. Tu as vu... Pendant un long moment. Tu as vu, Boulos a fait une déclaration pour dire que non, dans cette histoire d'accord, les États-Unis ne sont pas une partie prenante. Les États-Unis est témoin dans cette affaire. C'est-à-dire que non, il s'agit d'une affaire entre les Rwandais et les Congo. Qu'est-ce qu'il adviendrait en cas de violation? Mais j'ai dit ceci. En cas de non-application de l'accord. Elle disait que non, les États-Unis étaient au fait, partie prenante. Oui. Ils disent aujourd'hui, Boulos Massad. Les États-Unis ne sont pas partie prenante Ne sont pas partie prenante de cet accord. Ça devient grave. Nous sommes en train d'avancer. Aujourd'hui, les États-Unis ont un problème avec la Belgique. Parce que à Tervuren, au fait, on refuse de donner la cartographie des minéraux de la RDC. Et tu as appris ça. Ils disent que non, seules les entreprises, il y a une entreprise américaine qui voulait aller avoir en fait, la cartographie sur un gisement minier quelque part. On a refusé. La Belgique a dit que non, il ne peut pas céder en fait, cette connaissance à une entreprise ou aux États-Unis. Il appartient à la Belgique de céder à un pays souverain. Et comment aujourd'hui vous évaluez les gains et les risques de ces accords? Il y a beaucoup de risques. Les risques se trouvent au niveau des annexes et la confidentialité. Cet accord qui reste flou. Vous savez, si vous parlez de quel type d'accord? Les accords, des accords économiques? Mais c'est des accords de bradage. Je vous ai toujours dit que non, c'est l'accord, on a bradé les pays. Tu vois, on nous avait dit, nous, que quand nous sommes venus avec la FDL, il y avait les accords, c'est pas les fameux accords de l'Emera, qui n'existent pas. Mais ça, c'est plus que l'accord de l'Emera. Parce qu'un pays, jusqu'à aujourd'hui, notre Parlement n'est pas au courant. N'est pas au courant. Il n'y a aucun document qui a été remis au Parlement officiellement pour traiter. Vous avez parlé que le débat aura lieu au mois de mars. D'ailleurs, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi les États-Unis viennent de dire qu'ils ne sont pas partie prenante? Parce que déjà, les démocrates sont en train de bousculer. De titiller Donald Trump. Non, mais en fait, parce qu'on veut l'amener vers la justice. On veut l'amener, on veut les traîner en justice. Pourquoi? Parce qu'à cause de la corruption, on voit ce qu'il y a quelque chose qui se trame autour de cet accord. Et c'est comme ça que non, les États-Unis, en fait, a compris que non, il faut parler des témoins. Parce que quand vous êtes partie prenante, il faut aller à la ratification. Il faut ratifier cet accord. Or, ratifier cet accord, il faut que la RDC ratifie l'accord. Tu sais, ça traîne. Pourquoi la RDC ne ratifie pas l'accord? Parce qu'on ne veut pas que tout le monde soit au courant sur cette histoire de manœuvre. Sur les conclusions. Aujourd'hui, un accord qui n'a pas de durée, un accord qui ne parle pas au fait sur la justice, par exemple. Au fait, on ne sait pas. Vous dites à la télévision que non, mais écoutez, tout ce que vous êtes en train de dire, nous sommes un pays agressé. Vous n'avez jamais déclaré au fait l'agression, jamais déclaré la guerre, conformément à l'article 86 de la Constitution. Vous traînez les bouts, on vous voit signer l'accord avec les Rwandais, mais quand on veut vous demander, vous commencez à arrêter les gens partout. Ici, dites-moi, qui est censé arrêter les gens? Ce n'est pas les militaires. Ce n'est pas les militaires. Est-ce que nous sommes dans une zone où il y a l'état de siège? Non. Parce que quand il y a l'état de siège ou l'état de guerre, on fait un effort de... Il y a restriction des libertés et droits fondamentaux. Oui. Conformément à une loi.
conformément à la loi. Et le président, on dit même, le président doit déclarer, et même, il doit soit proclamer une ordonnance pour essayer de conformer la population. C'est l'article 144 et 145 de la Constitution. Donc, il faut se conformer à cette... Mais aujourd'hui, dis-moi, mais on se conforme à quoi? On arrête les gens ici à Kinshasa, sur base de quoi? Quand on est contre ce qui se passe, on dit non, c'est un rebelle. Oui, bon, il faut aller à Tibou, Gédéon, il faut aller l'arrêter. Vous l'arrêtez sur base de quoi? Allez, hein? Nous sommes ici à Kinshasa. Vous arrêtez, alors que l'article 15 de la loi portant opposition politique, il dit que non, on ne peut pas arrêter comme on a fait avec Amizel. On ne peut pas arrêter quelqu'un sur base au fait, de ses opinions. Et Camidelo qui tient tête haute et il parle avec conviction devant le tribunal de paix qui le poursuit, devant l'organe de poursuite. Je crois que j'ai respecté les termes techniques. Ça, ce sont des notions que Pius Romain m'apprend. Oui, je suis étudiant. Je suis juriste en devenir. Oui, depuis un certain moment, il inspire la nouvelle génération. Ce qui est bien doit être copié et adoubé. Nous sommes en train d'aider. Je vous ai dit tout à l'heure. Mais au fait, CNC ne jouit pas ni de l'autonomie administrative ni financière. Pourquoi? Contrairement à l'Agence nationale des renseignements. Elle jouit de toute l'autonomie financière et administrative. Mais comment on peut recourir à une expertise technique, à quelque chose, à un cabinet du président de la République, au cabinet du président de la République, qui n'est pas un service technique de l'État? Et comment interpréter ces actes ou comment les nommer? Si jamais aujourd'hui Tshisekedi n'est plus au pouvoir, comment va-t-on traiter ces cas? Mais je dis ceci, ils sont en train de s'affoncer. Ils ont affaire aux intellectuels. Oui. Mais au fait, vous savez que non, si nous voulons transposer ce qui se passe aujourd'hui après la gestion ici, mais il y aura beaucoup d'arrestations. Avec preuve. Parce que c'est impossible. Comment vous allez transposer ça? Vous dites déjà ce qui s'est fait, c'est à la frontière du droit. Vous ne pouvez pas revenir sur le même pratique. Non, mais c'est pour vous dire ceci. Mais qui est en train de fermer les yeux? C'est notre justice. En principe, le procureur général de la République devait d'abord, par observation, observer au président de la République et que non, vous ne devez pas avoir des cachots privés. Comme on le fait aujourd'hui. Non, le président de la République ne peut pas arrêter les gens. D'ailleurs, tu sais, pour le cas de Camizelo, mais c'est une honte. La loi demande aujourd'hui, parce qu'on ne parle plus de sécurité de l'État, on parle de la sécurité nationale. Quand on en va offenser au président de la République, il faut que le président de la République lui-même fasse une plainte. Au fait, le procureur dit que non, je me suis saisi de l'affaire. Mais quand on a insulté l'héros national, parce que c'est aussi... Maison le dit dans son procès. Oui, c'est aussi... Il est protégé par une loi. Oui, s'il est protégé par une loi, pourquoi le procureur ferme les yeux sur ça, a fermé les yeux? Si moi j'étais procureur, je devais arrêter tous les deux pour montrer mon impassivité. Oui, tous les deux, les gens qui ont insulté. J'ai dit, bon, écoutez, bon, tout ça, alors que la loi actuellement exige que le président fasse une plainte. Et comment on en arrive là? Et dans tout ça, là, quelle est la responsabilité du modérateur de l'émission? Lequel modérateur? Non, au fait, vous savez, non, en principe, le président, le juge président, je sais que non, il est petit frère au vieux. Qu'est-ce que ça vient faire? Mais écoutez, ce sont des choses que nous sommes en train d'apprendre. Camizelo, comme je vous disais, je devais faire les renvois pour la suspicion légale, légitime.
Je ne devais pas comprendre que non, mais la composition, la manière dont on était en train de parler, et puis on l'a laissé faire ce qu'on appelle la plaidoirie, alors qu'il n'était pas... L'État devait même, à l'absence de ses avocats, l'État devait couvrir. C'est légal. À votre avis, il risque une peine de combien d'années? Mais au fait, on a dit... Au tribunal de paix, souvent, ce sont des sanctions allant de 3 à 5 ans. Non, non. La loi, elle est allant de 3 mois à 2 ans. Hein? Allant de 3 mois à 2 ans. 3 mois à 2 ans. À 2 ans. Ouais, on sait ce que la loi dit pour les cas d'offense au chef de l'État. Mais ici, il ne s'agit pas de l'offense. Parce qu'il n'y a jamais eu une plainte déposée par le président de la République. Donc, l'organe de procédure est revenu à la charge pour préciser un peu les choses là-dessus. Mais non, mais ici, il ne s'agit pas, on dit la loi précise. Quand il s'agit, nous ne sommes plus dans les temps anciens où on parlait de l'outrage au président avec... On parle de l'offense au chef de l'État. Ici, on parle de l'offense. Et pour qu'il y ait offense, il faut... Non, ce n'est pas le procureur d'aller se saisir de l'affaire. On dit le président lui-même qui est lésé doit déposer une plainte. Dans le cas d'espèce, aucune plainte n'a été déposée par le président de la République. On pourrait comprendre que non, le président avait délégué quelqu'un ou même mandaté quelqu'un par une procuration. Dans le cas d'espèce, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais on fait toutes les façons, on fait au fait protéger le président et en même temps, on cherche aussi à mettre le président devant un fait accompli. Non, la loi est claire. La loi est... D'ailleurs... Vous aviez dit tantôt que c'est le président qui arrête tous les opposants. Oui. Et ce serait aussi le président qui serait à la manœuvre dans l'arrestation de Parole Kamizelo. Mais j'ai dit ceci. Mais quand on dit, au fait, pour l'offense, il faut en principe une plainte. Mais là, il n'y a pas une plainte. En principe, le juge doit libérer Kamizelo. Comme il n'y a pas une plainte. Comme on n'a pas déposé, le président n'a pas déposé une plainte. C'est-à-dire que non, au fait, c'est ce qu'on dit, les ministères publics, il fait à charge et à décharge. Il instruit à charge et à décharge. Il instruit à charge et à décharge. En principe, les ministères publics ici, les juges, le ministère public doit instruire à décharge. Parce qu'il n'y a pas une plainte. Mais dire qu'on s'autosaisir, si nous voulons aller s'autosaisir, donc, c'est-à-dire que non, c'est comme ça que non, Kamizelo disait que non, il fallait suivre l'intégralité de l'émission. Si on suivait l'intégralité, si les ministères publics étaient impartials, on pourrait appeler tous les deux. Parce que l'un a commis une infraction pour insulte à l'héros national, et l'héros national a eu toute une loi, et l'autre, en fait, quand il parlait de l'outrage ou tout ça, pourquoi on a laissé? C'est comme ça que Kamizelo dit que non. Donc, Parole Kamizelo a bien raison d'avancer ses arguments. De dire que non, le ministère public a choisi son camp. C'est un dossier qui est purement politique. On suivra le procès jusqu'à la fin, on verra ce qu'il en sera dit. Nous pensons cette fois-ci que les juges vont dire les droits parce que le ministère public était incapable de produire une plainte à charge de Kamizelo. Et c'est ça déjà les défauts. Déjà, le départ est mauvais. Toute cette histoire. Allez. Alors qu'ils avaient cette histoire, ce procès-là devait être un procès éducatif. Pédagogique. Alors on espère que toute la lumière sera faite là-dessus et que Parole Kamizelo pourrait être acquitté selon les humeurs de juges ou de membres du tribunal, mais selon la loi. La lumière de la loi, s'il est que Parole Kamizelo soit acquitté, eh bien qu'on le fasse. Ce serait faire justice. C'est ça aussi l'état des droits que nous voulons. La primauté des droits, la séparation de pouvoir et l'égalité devant la loi. Oui, on en parle de temps en temps,
mais il y a des gens qui fominent encore d'ignorer ces choses. On va évoluer avec vous, India Oumari Force. Parler aussi de ce débat qui refait surface, le débat sur la révision ou le remplacement de la Constitution du 18 février 2026 qui venait de totaliser 20 ans d'existence jour pour jour depuis sa promulgation par l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, le débat est houlé et certains voient l'opportunité de sa révision. Il faut pousser une réflexion qui va vers le changement de l'architecture institutionnelle. Et il y a Évariste Bossab qui a lancé les débats. Il a été suivi par Steve Mbikaï aussi ce matin, qui a publié sur Twitter et qui abonde dans le même sens. Et aussi le député Will Mishiki, qui va même plus loin en disant, une fois la Constitution votée, on va voter une loi transitoire au Parlement pour le compteur à zéro pour le chef de l'État. Votre avis sur ces sujets? Bon, écoutez, d'abord, la Constitution, c'est un gage de la stabilité d'un pays, d'un État. Et du développement même. Parce que la Constitution vous amène, une bonne Constitution peut amener le pays dans un développement. C'est ce que nous appelons en sciences politiques pacte social ou pacte républicain. Les gens se conforment par rapport à la Constitution. Aujourd'hui, nous avons un problème. Ce n'est pas le problème de la Constitution, c'est le problème des hommes. Nous n'avons pas, il y a un problème de carence d'hommes d'État. Ce qu'il faut changer, c'est l'homme. L'homme. Non pas le test fondateur de notre État. Quand j'entends les messieurs, les professeurs que vous avez cités tout à l'heure. Évariste Boshaba. Bon. Qui dit que la vie moyenne d'une constitution est de 17 ans. Il a paraphrasé un écrivain américain. Non, je crois que non. En fait, je ne suis pas ici pour contredire le propos de Boshab. Oui. Non, M. Boshab est un professeur. Mais la constitution la plus ancienne, c'est la constitution de la République, au fait, Saint-Martin. C'est la constitution la plus ancienne que nous avons étudiée en sciences politiques. Il est constitutionnaliste, moi je suis politologue. Et après cette constitution, nous avons une autre constitution la plus ancienne. Il y a la constitution des États-Unis. Il a été révisée en 58. Mais il y a la constitution française, il y a la constitution la plus ancienne, il y a la constitution polonaise aussi. Je te parle de 3 constitutions les plus anciennes. Et ils ont été adaptées aux réalités économiques et d'abord, sociétales. La constitution de Saint-Martin ou Saint-Marin, on appelle la chose en langue italienne. C'est pratiquement prescrit, qui est dans, au fait, vous savez, en Italie, il y a 2 États, dans un État. Il y a Saint-Martin et il y a l'État du Vatican. Nous avons même la constitution de Monaco. Bon, elle n'est pas plus ancienne que la constitution polonaise. Mais quand vous voyez tout ça, un professeur d'université peut venir pour dire que non, si une constitution commence déjà à faire la moyenne, c'est il a dit quoi? Il n'a même pas dit la moyenne. La moyenne d'une constitution est de 17 ans. 17 ans. C'est faux. Il faut voir comment aujourd'hui l'adapter ou la retailler. Monsieur Boshab, c'est depuis combien de temps que la constitution américaine existe? C'est depuis combien de temps que la constitution de la République Saint-Martin existe? C'est depuis combien de temps que la constitution polonaise existe? Peut-être que ce n'est pas ça le débat. Le vrai débat, peut-être, c'est sur l'opportunité. Non, professeur Boshab nous m'étonne, moi, personnellement.
qu'un grand professeur comme Et lui. puis votre secrétaire général. Mais comme un grand... Oui, c'est un monsieur qui écrit bien, qui réfléchit, mais pour des raisons que nous connaissons tous, il va aller jusqu'à citer Breyer, américain, pour dire que non, voilà, selon tout ça, et il n'a même pas référencé ce qu'il était en train de dire scientifiquement. moi, ça m'étonne qu'un professeur vienne jeter l'opprobre sur les savoirs, sur ce qu'il lui a fait. Vous savez c'est quoi, au fait, ce que nous sommes en train de vivre. Oui, regardez, là, nous parlons de la République démocratique du Congo. Ils disent changer ou quoi? Ils parlent de la révision. La révision est constitutionnelle. On parle de son remplacement. Son remplacement, non, c'est difficile. Qui veut dire, lorsqu'on change cette constitution, on touche les lois, aux lois tangibles, on ouvre la voie à la 4e République. Et le compteur seront remis à zéro pour le chef de l'État. Toutes les constitutions de la République au monde sont révisables. D'ailleurs, chez nous, nous avons été souples parce qu'il y a des matières qui ne sont non révisables. Mais ce n'est pas non plus une loi immuable. Mais je dis ceci, non, mais l'évolution, on vous a dit la révision. Ici, on ne parle pas du changement. La Constitution n'a pas évoqué les changements. Il a évoqué la révision. Est-ce que notre Constitution est un test immuable? Lisez l'article. Qui ne peut pas être changé. Lisez l'article 219. L'article 219 dit pendant il y a des périodes, la révision n'est définitive que on dit aucune révision ne peut être intervenue pendant l'état de guerre. Supposons que pendant l'état de siège et l'état d'urgence où nous sommes aujourd'hui. En état de siège dans la province du Sud Kivu. Et Nord Kivu. Nord Kivu et Ituri. Nord Kivu et Ituri, oui. Si on comprend bien ce que le président dit, guerre d'agression, nous sommes agressés par les Rwandais. C'est-à-dire nous sommes en guerre. C'est-à-dire on ne peut pas prévoir aujourd'hui une révision, une quelconque révision, parce que nous sommes pendant une période où la Constitution elle-même n'a pas pu donner au fait l'autorisation de la réviser. Mais on peut quand même en parler et se projeter vers l'avenir. C'est comme ça que non, toutes les manœuvres qu'ils sont en train de faire seront bloquées. Parce que déjà l'Amérique qui a entendu cette affaire de révision, l'Amérique qui ne voulait pas, qui a même dit à ces gens-là, aux négociateurs, de ne même pas oser aller dans ces stades. Maintenant, comme ils ont appris, ils disent que non, ils ne sont pas partis pris. Ils ne sont, ça c'est Boulos, ça ne vient pas de moi. C'est leur affaire, c'est Boulos. Ils disent que non, au fait, ils ne sont pas là, ils sont que des témoins sur un partenariat entre les deux États. Et l'Amérique est témoin dans cet accord de Washington. Ça commence maintenant, ce que nous disions à l'époque, et faisons très attention avec ce que nous sommes en train. Vous savez, les hommes aujourd'hui, ils sont animés par l'ego. Vous voulez faire 10 ans au pouvoir, les 10 ans est en train d'aller, vous dites non, il faut encore 20 ans. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est l'ego. Pourquoi, d'après vous? C'est-à-dire que non, on fait aujourd'hui, on brade les minéraux des pays pour se maintenir au pouvoir. Pourquoi ces débats refait surface aujourd'hui, d'après vous? Pardon? Pourquoi ces débats refait-il surface aujourd'hui? Bon, ils sont en train de faire leur débat. Ils sont en train de faire leur débat. C'est leur débat. Il y a un Bécaye qui appelle toute la classe politique à la maturité, réfléchir et ouvrir un débat national sans suspicion et parler des principes plutôt que des personnes et interroger les structures plutôt que les ambitions. C'est l'appel pressant que vous lance Steve Bécaye. Non, il ne faut pas suivre ces messieurs. Excusez-moi, dans un débat, il faut... Non, il ne faut pas suivre ces messieurs. Il n'est pas le seul à intervenir sur ce sujet. Laissez-moi débattre, pas avec son nom. Vous savez, écoutez... Oui, on ne débat pas avec son nom, mais avec les propositions. J'ai dit non. Qu'ils ont émises sur la place publique. Moi, je pense que, pour le moment, ce débat
N'en est pas un. Au fait, il y a les débats qui préoccupent la population aujourd'hui, c'est la vie de la population. Parler, par exemple, de l'insécurité à Kinshasa. Parler, par exemple, comment on n'arrive pas à payer... L'insécurité à Kinshasa. À Kinshasa. Parler, par exemple, aujourd'hui, comment on n'arrive pas à payer les fonctionnaires de l'État. Et quel est l'avenir? Parce que l'homme politique, les soucis, où est le président de la République, c'est de donner de l'espoir. Personne ne se préoccupe pour donner de l'espoir à la population. Comment on peut maintenir la sécurité aujourd'hui? Comment on peut récupérer? Quelle est la solution pour que Kinshasa se connecte avec... On voit le VPM de l'intérieur faire son travail, malgré le manœuvre de votre autorité morale de vouloir mettre Kinshasa à mal. D'après les accusations de Peter Kazadi. Ouais, tout est en train d'être fait pour aujourd'hui que la ville se porte bien. Mais il y a Kabila Peter Kazadi qui est dans tout le coup pour déstabiliser les pays. J'ai dit, comment Peter Kazadi est parti de ce ministère s'il était compétent? Vous savez comment il est parti? Par la dynamique des choses en place. Mais au fait, à la prise de Goma, qui était ministre de l'Intérieur? Kazadi. Oui. Et comment il a été chassé? Vous savez que non, il a été chassé de l'intérieur. Il a suivi le président en Afrique du Sud et le président ne l'a pas reçu. Non, ne racontez pas des légendes urbaines. Mais écoutez, Kazadi a été chassé de l'intérieur. Oui, il a été chassé de l'intérieur. Pour incompétence. Pour ce qui s'est passé. Donc, il a été chassé pour incompétence. Mais j'ai dit, il a terminé les Koulouna à Kinshasa. Quel est l'apport qu'il a en arrivant au ministère? Qu'est-ce qu'il a fait comme travail? Quel est son apport? Plusieurs opérations de procès organisés. C'est quoi? Les Koulouna existent aujourd'hui jusqu'à tel point que non, les gens n'arrivent pas. Tu as suivi un militaire qui a parlé aujourd'hui. Vous dites que non, Eliezer a terminé. Ça, non? Il y a reddition de miliciens Mobondo. C'était le travail de qui? Ça, c'est le travail. C'est le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Défense? C'est un travail du ministre de l'Intérieur. Non, il est là au nom du gouvernement. Mais écoutez, dis-moi, est-ce que des gens pareils peuvent avoir les chapitres, droit au chapitre? Comment ça? Ils n'ont pas droit au chapitre. Tu es allé, on t'a donné un champ, un petit champ de pouvoir, mais tu n'as pas pu satisfaire par rapport aux assignations. Et vous venez, vous commencez à insulter avec l'arrogance. Dans les révélations qu'il fait sont fausses. Oui, non, mais écoutez, il n'aide pas. Il n'aide pas. Personnellement, il n'aide pas le président pendant cette période où le président est en difficulté. Lui devait avoir un comportement pour rassembler, pour fédérer les gens tout autour du président. Mais avec cette arrogance, comment il peut trouver des gens tout autour de lui pour les amener vers le président? Avec cette arrogance. Et dit le conflit foncier, c'est parce que Joseph Kabila s'était approprié, cher ami, ou s'était arrogé le droit d'avoir plus des milliers d'hectares. Je vais vous dire. Et de posséder les autochtones. Je crois que non, M. Kazadi n'est pas compétent pour cette histoire. Tu as affaire à un environnementaliste dans ton plateau. Ah ouais. Hein? Vous avez assumé des charges partout. Vous avez affaire à un environnementaliste ou un écologue. Vous maîtrisez bien ces questions. Oui. C'est un parc. Ingakati. Ce n'est pas un truc agro-pastoral. Ou ce n'est pas une histoire de lotissement. C'est un parc animalier. On appelle ça en termes techniques parc animalier. Et voilà pourquoi ce parc est enregistré au niveau même de la communauté internationale. Le parc Ngakati est reconnu. Au fait, il faut remercier Kabila aujourd'hui. Si nous sommes aujourd'hui en train de vivre à Kinshasa, c'est grâce à ce parc. Comment ça? Les services que ce parc est en train... Tu peux appeler tous les environnementalistes, peuvent vous le dire. Comment? En quoi le Kingakati c'est-à-dire que non, est-il essentiel à la vie de la population? Kingakati est en train de séquestrer le carbone. C'est les réserves biosphères aujourd'hui, en ces termes. Vous savez, on a loti et construit anarchiquement scellé. Mobutu avait créé le parc de l'Ancélé à l'époque, c'est pour
c'est pour lutter contre les événements aérosifs, pour couvrir la ville de Kinshasa. Et il a au fait occasionné, créé les ceintures vertes. Aujourd'hui, les ceintures vertes n'existent plus. Le parc de l'Ancélé qui couvrait Kinshasa, en termes de ce que vous êtes en train de vivre, les glissements de terre, n'existe plus. Les parcs de l'Ancélé n'existent plus. Mais Kabila a raisonné. Il a acheté. Et il a créé les parcs animaliers de l'Ancélé. Ça s'appelle parc animalier de l'Ancélé. Est-ce que c'est dans cet objectif qu'il a acheté? Qu'il a fait ça. C'est pour lutter contre tous les changements climatiques. Aujourd'hui, ce parc vous aide aujourd'hui à vous... Aujourd'hui, il en fait un site touristique. Et il en gagne des millions. Est-ce que c'était pas ça l'objectif? Non, mais ça, c'est ce qu'on appelle... En achetant ces parcs animaliers. Éco-touristique. Ça s'appelle l'éco-touristique, c'est-à-dire le tourisme écologique. En faisant ça, les parcs, on appelle parc animalier. Il y a une partie réserve intégrale, il y a aussi une partie réserve quasi intégrale. Où on fait aujourd'hui la conservation ex situ. C'est-à-dire que non, il y a aussi une partie où on fait la conservation in situ. C'est-à-dire que non, où on laisse les animaux dans la nature. Okay. Il y a aussi une partie où les animaux sont en habituation avec la population. C'est ce que vous allez souvent, vous vous rendez souvent pour aller voir. Parce que dès qu'on a planté, on a fait ce qu'on appelle la mesure d'atténuation. On a planté les arbres, tout ça, tout au long. On a essayé de couvrir. C'est bien réfléchi. Oui, c'est pour vous aider. Mais en retour, il faut mettre quelque chose pour égayer. Aujourd'hui, Kinshasa n'a pas un endroit de loisirs. Mais Kabila vous a dit, en dehors de ce qu'il est en train de faire comme conservation. Mais vous pouvez aller avec les enfants pour aller vous regarder ce qui se passe. Pourquoi n'avoir pas pensé à un parc national? Ce n'est pas lui. C'est ça la plus grande question qui revient de temps en temps. C'est à l'État. Il fait un parc propre à lui et il en gagne des millions Kabila est allé à l'Assemblée générale. Il avait dit, durant mon mandat, je ferai de la conservation de la nature mon cheval de bataille. Et l'État congolais, les gens ne lisent pas, les gens ici, du pouvoir, ils ne lisent pas. Comment un président de la République peut avoir un conseiller en matière de l'environnement? Il devait l'aider. D'ailleurs, au fait, l'ambassadeur qui est là, qui a été dans la bataille avec nous quand nous étions encore à l'ICCN. Aujourd'hui, je suis content de le voir là-bas comme conseiller principal au collège environnemental, qui connaît un peu. Kabila est allé là-bas, il a souscrit qu'il va aller jusqu'à 17% de la superficie nationale de la République démocratique en matière des aires protégées. C'est-à-dire que non, 2 345 000 km fois 17 sur 100. Donc, il a demandé à ce que les particuliers s'y mettent aussi pour aller à l'objectif, atteindre l'objectif de 17%. Mais il a fait ça. Aujourd'hui, la communauté internationale, regardez pourquoi vous voyez les agents de l'ICCN, l'Institut congolais pour la conservation de la nature à Kingakati. Ils sont là en partenariat. Pourquoi? Parce que c'est un travail que les pays a signé au niveau international, où ils demandent aux particuliers de faire la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, M. Chilombo peut aussi créer un parc animalier. Non, pas seulement, même à Kaboyakamanga, pourquoi pas? Il peut faire la même chose. Même à Mongafula, aller dépasser Mongafula. Il y a de l'espace vert là-bas. Oui, s'il y a de l'espace vert, il peut faire la même chose. Il peut acheter des parcelles pour constituer un grand travail. Pour ça, il faut en avoir la vision. Il faut en avoir la vision tout d'abord. Mais regardez ce qui se passe dans qui est environnementaliste, on va vers la fin. Et les inondations que nous vivons actuellement à Kinshasa en 2 minutes.
quelles en sont les causes? Parce que vous êtes bien placé pour nous donner les pistes de solutions et bien nous en parler. C'est d'abord l'activité humaine. L'activité humaine, qu'est-ce qu'elle fait? Nous sommes méchants. L'homme lui-même est méchant. Il est responsable de la destruction de son environnement. Est-ce que vous savez, quand il pleut, on ne sait plus sur qui la Mais attendez, je vais arriver à tout ça. En 2 minutes, on est à la fin. Le lexique environnemental dit ceci: quand tu protèges ton environnement, tu vas être bénéficiaire de cet environnement. Si vous faites le contraire? Si vous faites le contraire, cet environnement va te détruire parce qu'il va t'amener des moustiques, il va t'amener tout ce qu'il y a comme aléa pour te détruire, pour détruire le corps. Et dès que tu tombes malade, tu commences à affaiblir le corps et tu vas mourir. C'est-à-dire il faut embellir son environnement. Regardez aujourd'hui, sur le plan qui est. Les gens qui vivent dans les conditions meilleures, par exemple. Ouais, regardez comment on a construit les universités au Congo. Il y a 3 universités. L'université de Kinshasa, l'université de Lubumbashi et l'université de Kisangani. C'est dans les endroits un peu isolés et où il y a... Excentré. Ah, oui. C'était ça l'esprit du Belge. Quand tu mets au monde les enfants qui sont en étage, et tu compares avec les enfants qui sont dans les endroits où il y a beaucoup de fleurs, un peu bas, tu vas trouver que non... Ils n'ont pas la même attitude, la même éducation. Même comportement, même éducation, même instruction. Non. Et ces enfants-là sont mieux que quelqu'un qui est bloqué par les murs. Parce que sa concentration est tellement faible par rapport à quelqu'un qui est dans... où il y a de l'air, qui respire de l'air pur, il a de l'équilibre. Qu'est-ce qui se passe dans la ville de Kinshasa? Il y a 3 causes. Lotissement anarchique, construction anarchique et destruction anarchique. C'est ce qui se passe actuellement. La destruction sur la ville, c'est aussi un autre comportement. Le comportement aujourd'hui, c'est comme ça que la communauté internationale face au réchauffement climatique, au changement climatique, il a parlé de 2 mesures. Mesures d'adaptation et mesures d'atténuation. Atténuation, c'est pour planter les arbres, mettre les arbres partout. Et adaptation, c'est de se conformer, s'adapter au problème du réchauffement climatique. Où on en est avec... nous avons un problème. 1 million de forêts. Nous avons un problème aujourd'hui. Le projet 1 million de forêts. Dans la ville de Kinshasa. Messieurs les ministres des ITPR et les autres ministres qui sont, parce que c'est un domaine transversal. Ministre de l'Environnement et les autres. D'ailleurs, je vois très mal qu'un ministre de l'Environnement peut commencer à détruire. Non. Le ministre de l'Environnement ne détruit pas. C'est une infraction. Et qui est ce ministre de l'Environnement qui détruit? Ce que nous voyons actuellement, la destruction, où on place le ministre de l'Environnement. Non, le ministre de l'Environnement, c'est un homme extraordinaire dans un gouvernement. Là, vous parlez de Léon Moulumba. Je dis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est d'abord l'eau. Le fleuve ici n'est pas dragué. L'eau n'arrive pas à couler normalement. L'eau du fleuve. Nous avons notre ministre de l'Environnement actuel devait aller à Brazzaville, voir son collègue et se mettre ensemble comment les 2 États peuvent arriver à draguer les fleuves. Les eaux du fleuve. Les eaux du fleuve. Parce que, tu sais, quand tu regardes, tu observes, tu vas voir que non, Brazzaville est dans une montagne, nous sommes en pente. C'est-à-dire, les déchets de Brazzaville peuvent arriver ici chez nous. Et ça peut bloquer la circulation d'eau. Et l'eau, quand il y a ce qu'on appelle crue, le crue ou bien averse. En des termes beaucoup plus simples, monter. Non. Il y a tu vois, averse signifie quoi? Ce sont des pluies qui viennent sans prévenir. Vous êtes en ville, à un certain moment, vous voyez une pluie qui arrive. Comme ça, sans... Et le crue, là, le terme crue, c'est une forte pluie. Comme nous sommes en train de vivre dans la ville de Kinshasa, ici. Des fortes pluies. Aujourd'hui, avec montée des eaux au niveau de l'altitude, ça vient piquer la terre. Et quand ça pique la terre, ça va vers la terre. Et on parle de glissement de terre, c'est-à-dire l'eau revient avec la terre et là, on peut parler même des inondations. C'est que nous vivons.
C'est pas le problème lié au curage des Attendez d'abord, je vais arriver. Je commence par les grands... Au drainage. Je commence d'abord par les fleuves. Il faut draguer les fleuves. Pour permettre, il faut que les deux États se mettent ensemble pour draguer les fleuves. Ça, c'est un. Deuxième condition. Allez-y rapidement, on est à la fin. Nous avons un problème dans la ville de Kinshasa avec les lotissements et les constructions anarchiques sur les tuyaux, les grands tuyaux. Prenons l'exemple de Bandalungwa. Quand on a créé les ONEL, Fonds d'avance, ou ONEL à Bandalungwa, il n'y avait pas de toilettes. C'était une toilette d'ensemble. C'est-à-dire, toutes les toilettes, c'est, bon, tu vois, avec les déchets là, ça vient se verser sur des tuyaux qui ramènent vers Angola. Tu connais Angola? Sinkin. Tu vois, il y a des gros tuyaux en Sinkin. Là où il y a certaines maisons, vers la petite rivière là. Et ça jette, et ça suit la cour normale jusqu'à Gombe, et ça rejette dans l'eau. Aujourd'hui, quand vous regardez, je vous donne seulement un exemple, un petit exemple. Vous êtes à Sosimat, Rotana et les endroits. Là où il y a les trucs de GG, Planète J. Mais regardez, quand il y a la pluie, là-bas, c'est grave. C'est grave. C'est comme à Lemba, c'est comme à Mongafula, c'est grave. Pourquoi? Parce que s'il faut arranger la ville de Kinshasa, aujourd'hui, on doit casser toutes les maisons à partir de là jusqu'au fleuve. Deuxièmement, notre fleuve n'a qu'un seul bassin de rétention d'eau, qu'on appelle Bengaliema, qui est là. Aujourd'hui, loti par les nouveaux riches. C'est la seule rétention d'eau du fleuve Congo. C'est-à-dire quand il y a en fait, augmentation d'eau dans le fleuve, et le fleuve va jeter cette eau dans son bassin qu'on appelle Bengaliema. C'est toute cette partie-là. Pourquoi? Parce que l'espace ici, Kinshasa, c'est un espace alluviométrique. C'est-à-dire nous sommes sous les eaux. Sous les eaux. En principe, même les sons des moutons ici ne devaient pas être construits. Pourquoi? Parce que les sons des moutons ne sont pas construits sur les rochers. Sont construits sur les sables. À notre époque, en fait, l'OVD est venu avec les mêmes projets. Mais mon ministre de l'Environnement, qui est Ndundo, m'avait délégué pour aller représenter le ministère de l'Environnement à l'époque, quand j'étais encore à l'IS, un institut congolais. Je suis allé défendre cette cause. Et on a mis toute la commission à rejeter. Il a dit, on ne peut pas construire. Mais après notre départ, on est venu avec les projets, avec le président de l'Assemblée, l'ancien directeur du cabinet, et l'OVD, qui est venu à la table. On a construit. Aujourd'hui, allez à Matete, observez les ponts, les sauts des moutons de Matete. C'est grave. Merci beaucoup. C'est pour combien de temps? Aujourd'hui, la faute est au gouvernement. Parce que l'environnement, d'abord, c'est l'affaire du gouvernement. Ce n'est pas l'affaire de la population. Et c'est le gouvernement qui doit apprendre. Il y a beaucoup de temps qu'on donne à la RTNC pour des futilités. Où je vois du matin mon jeune frère Yves au fait, en train de crier. Mais ce sont des endroits, ce sont des espaces, des canaux de sensibilisation pour permettre à ce que la population comprenne. Aujourd'hui, je vais vous dire, je vais aujourd'hui. Ce sera votre dernier mot. Comment tu peux accepter que dans une réunion du Conseil des ministres, où on voit les bouteilles, on met les bouteilles en plastique. C'est très grave pendant cette période où vous dites que nous sommes un pays solution. Mais c'est-à-dire, d'une manière, vous sensibilisez la population à acheter les choses. Alors que ce n'est pas, ces bouteilles-là ne sont pas des bouteilles biodégradables. Ce sont des bouteilles... On ne sait pas les transformer. Ce sont des bouteilles qui bouchent. Nos caniveaux, c'est ce qu'on appelle égout. À la place, qu'est-ce que vous proposez? Regardez, à la place, on doit d'abord revoir l'OVD. Office de voirie et drainage. Le grand travail de l'OVD, c'est le drainage. L'OVD, aujourd'hui, me fait la honte. Les dirigeants qui sont à l'OVD, comment on peut retrouver, heureusement, ils ne sont pas
des ingénieurs en chaussée. Comment on peut, ils ne sont pas même hydrologues, comment on peut les trouver à l'OVD quand il y a la pluie? L'OVD, le bureau de l'OVD est inondé. Merci. Alors qu'ils sont censés travailler pour le drainage d'abord. Merci beaucoup, India Oumari. Voirie, c'est bien, mais d'abord drainage. Regardez les caniveaux qui sont en train d'être... Regardez aujourd'hui, les ministres des ITPR donnent, en fait, Merci beaucoup. Donnent des actions aux entrepreneurs pour faire des caniveaux, des petits caniveaux. On est arrivé à la fin. Avec le réchauffement climatique. On est arrivé à la fin. On a l'outil. Tu sais, on est arrivé à la fin. Je termine. Quand on vous donne une minute pour terminer, vous ne terminez pas. Une minute. On est à la fin. Je termine. Là, je dois désannoncer l'émission. Merci. Voilà les lieux qu'on avait refusé à l'époque. Non, on reviendra. Sur notre émission beaucoup plus élaborée. Je prends rendez-vous. Il y a là où il y avait les ceintures vertes, ici, au fait, GB, par exemple. Voilà où il y a... Merci. Au fait, pour ça, il faut une émission beaucoup plus élaborée. Je prends rendez-vous avec vous pour revenir sur cette thématique. C'est essentiel. Derrière Kanchati. Allez, merci. Ouais. Rendez-vous quel jour? C'est difficile. Vous n'allez pas, aujourd'hui, sur le plan environnemental, vous n'allez pas trouver des solutions. Merci, mesdames et messieurs, chers internautes. C'était votre émission Ligne Rouge avec India Oumari Force. On prend rendez-vous avec lui prochainement, peut-être dans 2 ou 3 jours, pour revenir sur cette thématique assez cruciale qui parle de l'environnement dans la ville-province de Kinshasa. Il est important que les notions, mais aussi les pistes de solutions soient données pour que Kinshasa ne sombre pas dans le zoo. Et merci, nous vous retrouvons un peu plus prochainement avec la vidéo de plaisir. Prenez soin à regarder et surtout à couper les extraits, mettez-les sur les réseaux sociaux, vous en avez exclusivement les droits. Et nous vous retrouvons avec le même plaisir pour un autre casting sur votre chaîne.